va pouvoir passer à la deuxième session de questions-réponses. Alors, il y a eu beaucoup de questions encore sur cette session. Donc, pendant que je vous parlais, il y en a encore plein d'autres qui sont arrivées. Donc, je ne vais pas pouvoir les flécher tout de suite. On va commencer par des questions techniques sur la mesure des champs électromagnétiques ou la caractérisation de ces champs électromagnétiques. Donc là, je vais toutes les orienter vers Jean-François. Donc la première que j'ai listée, c'était y a-t-il une différence entre l'émission d'ondes électromagnétiques d'un câble d'export et d'un câble dynamique d'éolien flottant, par exemple? Si le câble est le même, non. Alors, ce n'est pas des ondes électromagnétiques. Alors, la première remarque, on parle de champs électromagnétiques, donc ce n'est pas des ondes qui se propagent comme des vagues, comme ce qu'on peut connaître. Donc, on est vraiment sur des champs électromagnétiques très basse fréquence. Après, non, en fait, ce qui va beaucoup changer, c'est la structure du câble. Donc, sur un câble qui sera, alors j'ai vu d'autres questions passer aussi sur la façon de mesurer dans un câble dynamique, par exemple. En fait, le champ électromagnétique qui va être émis par un câble dynamique ou par son prolongement qui va être en soulier ou qui va être posé sur le fond, a priori, il est le même. Alors, il y aura sans doute des petites différences parce que d'un côté, l'environnement, il est uniquement en eau de mer, et de l'autre côté, l'environnement, il est un petit peu dans le sédiment. Donc, il y a des différences de résistivité. Alors, c'est une question que j'ai vu passer aussi sur la salinité de l'eau. Effectivement, la salinité va jouer sur les champs électriques, notamment pas sur le champ magnétique, mais sur le champ électrique. Mais là, on est sur des variations qui sont relativement faibles. Donc, bon, ce n'est pas a priori extrêmement significatif entre ce qui va se passer d'un bout à l'autre de la colonne d'eau et de ce qui va se passer juste sur le fond à proximité du câble. Donc, de fait, on peut mesurer a priori ce qui va être émis par les champs induits par les câbles dynamiques, et on peut les mesurer au fond, à l'endroit où ils sont posés, on devrait avoir les mêmes valeurs. Oui, tout à fait. Et donc, dans les questions, parce que du coup, c'est super, tu as répondu à plusieurs questions en même temps. Peut-être sur à quelle distance d'un câble les instruments ne permettent plus de détecter le champ électromagnétique généré, et pourquoi détecte-t-on un champ électromagnétique malgré la double armure du câble du SEMREV? Alors, la distance, ça va dépendre du courant qui va passer dedans et de la structure du câble. Donc, je radote un peu. Ce qu'on a pu voir, c'est que par exemple, sur IFA 2000, on est passé avec le PASEM à plus de 10 mètres, on détectait encore des choses. Donc, après, c'est une question de niveau de détection. On est capable de mesurer, notamment dans les champs électriques, des choses très faibles, dans les champs magnétiques aussi d'ailleurs. Donc, on doit pouvoir mesurer des choses jusqu'à au moins une dizaine de mètres. Après, c'est des effets qui sont très petits et qui vont effectivement se mélanger aussi après avec des variations naturelles ou avec des variations dues à la houle ou des choses comme ça. Après, le côté armure, en fait, l'armure, elle sert surtout à protéger le câble des agressions physiques. Donc, après, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais le principe de l'armure, c'est surtout d'isoler de l'eau. Donc, ça va isoler effectivement des champs électriques, mais pas des champs induits qui, eux, traversent tout, puisque c'est de la très basse fréquence. En fait, on est dans le principe là de la cage de Faraday. On a tous entendu parler de la cage de Faraday, mais c'est essentiellement actif ou efficace sur des champs à très haute fréquence. Donc là, on est en très très basse fréquence, et pour pouvoir se débarrasser de ce type de champ, il faudrait des éléments en mu-métal qui sont des matériaux très magnétiques qui permettent de comprimer entre guillemets les lignes de champ à l'intérieur du câble. Mais c'est pas du tout faisable à l'échelle d'un câble. C'est des matériaux qui sont très chers. Et donc c'est pas du tout. Voilà, c'est à part dans des cas très particuliers, mais ce serait pas du tout pertinent d'utiliser ce type de matériaux. Donc non, les champs, ils sont là. Ils sortent de toute façon. Merci Jean-François. Alors je précise effectivement, si l'instrumentation est aussi sensible, c'est qu'à l'origine, en fait, elle a été développée pour des mesures de variation de champ magnétique de la Terre dans des problématiques des géophysiques, c'est ça Jean-François? Oui, c'est ça. Après, voilà, on essaie nous d'aller dans la capacité du capteur, mais oui, on mesure les champs les variations du champ naturel. Donc, on a l'habitude de mesurer des champs électromagnétiques très faibles. Il y a des applications de l'armée aussi, mais on va pas y passer. Oui, on va pas tout dévoiler. Ouais.
Merci Jean-François. Alors, des Merci. questions sur les expérimentations réalisées par Bastien. Alors, il y avait deux questions notamment. Le champ magnétique était-il uniforme dans le bac? Donc là, je vais laisser répondre Bastien. En fait, on avait des expositions différentes en fonction des expérimentations. Et les tests d'exposition ont été faits en journée / la nuit. Point d'interrogation. Alors oui, les explosions étaient vraiment dans des zones homogènes là. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais on voyait la bobine de Helmholtz. C'est vraiment l'exposition s'est fait dans la partie homogène en fait de cette bobine. Donc vraiment les expositions étaient dans cette partie homogène. Et sinon la deuxième question c'était quoi déjà? C'était Expérimentation en journée ou en ah oui. nuit? Oui, eh ben, c'était en journée puisque en fait, vu qu'on voulait étudier le comportement de mise à l'abri du homard, en fait, c'est plutôt un comportement qu'ils font de jour, puisque la nuit, en fait, c'est une espèce nocturne, donc ils sont actifs la nuit. Et vu qu'on voulait voir leur capacité à trouver un abri, pour stimuler en fait leur recherche d'abri, ben, on a fait ces expérimentations en journée du coup. Et donc, une dernière question, on va dire, pour toi, qui a été posée plusieurs fois sur, voilà, sur pourquoi travailler sur des juvéniles, pourquoi pas sur des adultes. Bah, c'est ce que je disais. Enfin, concrètement, l'idéal, ça aurait été de faire les deux, mais c'était pas possible d'un point de vue d'un point de vue logistique et budgétaire même. Mais voilà, les deux sont intéressants et on a préféré les juvéniles puisque c'est quelque chose qui n'avait pas vraiment été fait dans la littérature sur aucune espèce de crustacé. Et voilà, c'est pour ça qu'on a favorisé les juvéniles et c'est aussi plus simple de travailler sur les juvéniles puisque là, on a travaillé avec un total de 200, enfin même plus, je ne sais plus exactement, entre 200 et 250 individus de homards. Et si on travaille sur des homards adultes, c'est pas la même logistique et c'est pas le même prix, le même coût. Donc, mais bien sûr, c'est évidemment intéressant de travailler sur tous les stades de vie et c'est quelque chose que j'espère qu'on pourra faire à l'avenir. Merci Bastien. Merci. Alors, une question, voilà, peut-être pour Aurélie, hein, qui ne sera peut-être pas la seule à pouvoir répondre, mais voilà, du fait de leurs travaux. Une question sur est-ce que la présence de champs peut avoir un impact sur le développement, la reproduction des crustacés et bivalves? On en a parlé un petit peu, mais voilà, surtout qu'on ne connaît pas grand-chose. On t'entend pas, Aurélie? Je vais pas pouvoir forcément répondre à cette question parce qu'il n'y a pas assez d'expérimentation et surtout pas dans les niveaux de champ. C'est un point qu'on avait soulevé, mais un niveau de champ qui coïncide avec ce qu'on rencontre réellement dans le milieu naturel. Mais je peux préciser juste qu'en fait, nous, on a une doctorante qui travaille là-dessus, en tout cas, sur l'effet des champs magnétiques sur un grand nombre d'espèces, justement en se limitant à travailler dans des gammes de champs raisonnables en milieu contrôlé. Et donc, on travaille déjà sur la raie, des juvéniles de raie, on a travaillé sur la moule. Voilà, on va faire le couteau aussi, la sèche. Donc, on essaye d'amener un peu d'informations. C'est Luana Albert, donc les publications vont sortir d'ici peu à surveiller. Et c'est d'ailleurs elle qui a fait le schéma j'ai vu qu'il y avait des gens qui demandaient la référence. Donc, on vous la donnera. C'est une bibliographie, une synthèse bibliographique qu'elle a faite sur cette thématique-là. Et vous trouverez notamment toutes les réponses justement aux effets qui potentiels sur la reproduction ou pas. Voilà, des champs magnétiques. Merci beaucoup, Aurélie. Alors, dans les questions, on a eu des questions aussi. Alors, on n'aura pas forcément toutes les réponses, hein. C'est aussi ce qui a été exposé, c'est qu'il y a encore peu de choses connues sur ces sujets-là. Alors, des questions peut-être que je vais réfléchir vers Antoine et Martial. Avez-vous trouvé dans la littérature des effets des champs électromagnétiques et artificiels sur le comportement d'espèces de poissons, en particulier les espèces migratrices, et sur la sensibilité des barres au stade larvaire? A-t-elle fait l'objet d'études? Donc, juste avant de laisser la parole à Antoine et Martial, c'est vrai que voilà, c'était le premier projet pour nous qui souhaitait s'intéresser à l'effet de ces câbles. Et c'est vrai qu'on a plutôt commencé par
des communautés ou des espèces qui nous semblaient plus simples pour ce premier travail, donc des espèces qui étaient assez peu mobiles. Mais c'est vrai qu'on a bien en tête effectivement le fait de travailler sur des poissons et sur les élasmobranches, des espèces qui sont connues pour être électrosensibles. Donc voilà, c'est plutôt dans les perspectives. Mais du coup, je vais laisser Antoine et Martial peut-être compléter sur les quelques connaissances qu'on peut avoir sur les poissons. Oui, alors concernant les élasmobranches, il existe quelques références de travaux, mais j'en citerai une qui est très souvent relatée parce que ça a été une expérimentation in situ de grande ampleur menée par des Britanniques. Alors, c'est les travaux du Covry et vous pourrez trouver les références exactes dans les divers documents qu'on a mentionnés là au cours de la matinée. Mais en 2 mots, l'expérimentation portait sur 2 ou 3 espèces de raies différentes et puis la roussette. Et elle consistait à maintenir des individus dans des cages en milieu marin de très grande taille, de plusieurs mètres de diamètre, dans lesquels ils ont fait passer un câble avec du courant électrique qui transitait à l'intérieur. Et les conclusions de ces travaux, qui sont, à mon sens, les travaux les plus ambitieux qui ont été menés sur les élasmobranches, c'est qu'il a été impossible de conclure sur un effet de répulsion ou d'attraction. En fait, chaque individu était suivi dans les bacs de façon très précise et il en est ressorti que chacun avait, il n'y avait que des comportements individuels. Il n'a pas du tout été possible de généraliser de tendance à l'attraction ou à la répulsion. Alors, je me souviens plus exactement des caractéristiques des câbles, il faudrait aller retrouver le doc en question, mais donc c'est une source d'information vraiment importante. Et puis, je ne sais plus sur quel autre objet portait la question, les bars, c'est ça? Il y avait une question plus spécifique sur les juvéniles de bar. Hein. C'était très précis. Je ne pourrais pas apporter d'éléments là-dessus. Je n'ai rien vu passer sur le bar et encore moins sur ce stade juvénile. Mais peut-être que Martial a plus d'infos. Mais je ne pense pas qu'il existe de résultats scientifiques là-dessus. Effectivement, comme tu dis Antoine, moi pareil, j'ai pas vu de travaux là-dessus, on n'en a pas fait. Juste pour compléter sur la partie physio, on sait que les juvéniles de bar ont sans doute plutôt des chémorécepteurs leur permettant de retrouver des zones qui leur sont favorables pour le développement, mais par rapport à une sensibilité liée à des champs magnétiques, moi j'ai rien vu passer. Et dans mon laboratoire, on a une équipe de personnes qui travaillent sur le bar et à aucun moment je les ai entendus parler de ce sujet-là. Mais bon, peut-être effectivement à regarder, mais on pourra se renseigner en tout cas. Peut-être qu'on peut aussi apporter un élément de réponse qui est que je pense qu'il convient de se focaliser sur des espèces qui sont vraiment les plus à risque, les plus exposées potentiellement au câble. Et je connais mal le comportement des larves de bar, mais il y a la durée d'exposition aussi qui importe dans l'évaluation du risque. Et c'est pour ça qu'on a tendance à... Ce qu'on voit dans la littérature, c'est des travaux qui portent sur des invertébrés ou des poissons ou des élasmobranches, mais qui passent vraiment une bonne part de leur cycle de vie sur le fond ou très très proche du fond. Voilà. Alors je sais pas, Martial, si tu peux donner des Ouais, moi je peux précisions. compléter spécifiquement si on prend le bar en fait. Ce que l'on peut dire de son cycle de vie, c'est que l'on a une phase larvaire qui commence vraisemblablement assez loin de la côte, puisque les zones de frayère se situent assez loin. Donc on a des œufs qui sont émis, puis après développement de larves qui reviennent vers la côte et vers les zones qui leur sont favorables, principalement au début par de la dérive complètement passive en fait. Hein. Et ensuite, ces larves-là, alors ce que l'on sait ça de manière très certaine en fait, c'est qu'elles se développent en estuaire et la première année, voire même dans des eaux qui sont proches d'une salinité nulle, donc proche des eaux douces. Donc les travaux, les suivis que l'on a depuis 4-5 ans maintenant dans les estuaires de la Loire, de la Seine et de la Garonne, plus aussi en rade de Bresse montre bien que c'est les âges zéro, c'est-à-dire
des poissons qui sont nés, on va dire, maintenant, au mois de mars, enfin, ou des larves qui sont dans le milieu au mois de mars, qui vont se développer pour dériver à la côte. On va les voir au mois de novembre ou décembre, les tout premiers stades, mais uniquement dans les estuaires et très haut dans les estuaires. Donc c'est un habitat qui leur est très très spécifique en fait. Donc comme le disait Antoine, s'il y a un impact lors de la dérive, il risque d'être court et les larves ne restent pas vraisemblablement dans ce type d'endroit puisqu'elles sont en permanence en déplacement ou en dérive. Merci beaucoup, Martial. Petite question pour Antoine encore et Bastien. On va encore traiter 2 questions et puis après, on arrêtera malgré tout l'intérêt de ces sujets. On a un peu débordé sur l'horaire. Il y a une question qui est posée sur les espèces introduites, et notamment la crépidule. Était-elle présente sur le site de Paimpol avant la pose du câble? Est-ce qu'on a une différence dans l'abondance de cette espèce depuis que le câble est posé? J'ai réidentifié cette question parce qu'effectivement, il y a des travaux sur les espèces introduites qu'on n'a pas eu le temps de présenter ce matin, mais du coup, on peut en dire 2 mots maintenant. Oui, j'ai pas apporté beaucoup de précision là-dessus, effectivement. Alors, très clairement, pour le cas d'étude de Paimpol-Bréhat, il faut savoir que la crépidule, elle est déjà présente dans le secteur et notamment dans la baie de Saint-Brieuc depuis 40 voire 50 ans maintenant. Donc c'est clairement pas la présence du câble qui a fait en sorte que la crépidule est apparue dans ce secteur géographique. Ceci dit, de manière plus générale, dès lors qu'on immerge en mer un substrat nu sur lequel il n'y a aucune colonisation biologique, on est susceptible quand même d'accueillir des espèces introduites et de contribuer à la dissémination de ces espèces. Voilà. De là à dire qu'il y a un risque de prolifération d'espèces introduites, c'est pas du tout le cas. Et de même pour l'Acidie solitaire Thiella clava, elle est aussi présente de façon très généralisée sur les côtes bretonnes. Nous, ce qu'on a observé, c'est une légère augmentation de la densité par rapport à ce qu'on voit dans le milieu environnant, mais qui a été transitoire, qui a duré 2 à 3 ans. Et ensuite, cette densité pour ces 2 espèces a diminué parce qu'en fait, elle a laissé la place à des espèces qui ont un cycle plus long. Voilà, et elles ont laissé la place à des espèces d'invertébrés et de macroalgues qui ont contribué à une complexification de la communauté en général. Donc elles ont retrouvé en fait leur densité naturelle dans la zone. Juste un petit mot aussi, du coup, pour reprendre le cas de la crépidule précisément, c'est vrai qu'on l'a suivi également, cette espèce invasive, et on a montré qu'il y avait au tout début du suivi, quelques petites crépidules qui colonisaient le câble, mais en fait, c'était des densités qui étaient plus faibles que ce qu'il y avait autour, et très rapidement, un peu comme pour l'acidie, la crépidule a perdu face à d'autres espèces compétitrices, elle a disparu du câble, elle avait plus de place pour se fixer. Et donc voilà pour le cas de la crépidule. Donc c'est vraiment, elle s'est vraiment pas beaucoup développée sur le câble. Merci beaucoup. On va terminer par une dernière question que je vais orienter vers Jean-François. Alors, je ne sais pas si c'est un cadeau. C'est une question qu'on s'est pas mal posée aussi pendant le projet et voilà, on a discuté vers la fin. C'est donc comment pourrait-on obtenir la standardisation de la valeur des champs via des formules analytiques, des modèles, point d'interrogation. Alors, je l'ai vu la question et je m'attendais à ce que non, c'est une question qui est pas simple parce que la petite formule que j'ai montrée tout à l'heure, qui est la boîte Bio et Savard, c'est une formule très très simple qui prend pas qui considère un fil dans un champ magnétique. Et à ce moment-là, on arrive à faire des choses analytiques assez simples. Par contre, un câble réel, c'est quand même assez compliqué. On a vu ce que montrait tout à l'heure Marine. Les câbles sont souvent torsadés, il y a différents matériaux, il y a différents diamètres, il y a différentes choses, et ce qui rend la chose pas facile. Donc on a commencé à regarder, on pourrait faire des modélisations très simples de type Bio et Savard. Le problème c'est que c'est très non linéaire à chaque fois, et que de fait c'est moins simple que pour l'acoustique, où là il y a des formules, puisqu'on parle on a la propagation,
Là, c'est un petit peu moins facile et je pense qu'il y a encore, voilà, il faut creuser ça un petit peu. On a commencé à regarder des choses, ça n'a pas été super satisfaisant au départ parce que trop simplifié. Bon, ça a peut-être un mérite d'ailleurs de simplifier les choses et puis de rester sur des choses simples en précisant bien que c'est sursimplifié, mais après il faut faire attention des erreurs qu'on apporte. Parce que voilà, il y a des effets quand on se rapproche très près des câbles, on arrive à des effets linéaires assez importants, non linéaires assez importants, avec des champs électromagnétiques qui peuvent être assez importants quand on arrive vraiment très près des câbles. Donc voilà, il ne faut pas te dire de bêtises non plus. Non, complètement. Mais c'est Donc, vrai il n'y a pas de envie réponse simple aujourd'hui. Non, voilà. C'est vrai, pas de réponse simple. Mais c'est vrai que des fois, ne serait-ce que, on l'a pas toujours trouvé dans la biblio, mais de dire ce champ-là a été mesuré à telle distance et d'un câble de telle puissance, ça donne déjà quand même Alors une attention, information. c'est pas la puissance qui est importante, c'est l'énergie, c'est Oui, l'intensité du courant. Je oui, c'est voyais la des biologie. mégawatts tout à l'heure dans la conclusion, c'était des nanotesla par mégawatt. Alors c'est pas par mégawatt, il faudrait rester sur des ampères parce que c'est l'intensité du courant qui prime l'attention. En fait, on s'en fout un peu dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment l'intensité du courant. Et donc RTE, je sais que RTE a fait des modélisations. Il y a des modélisations qu'il faudrait faire. Je pense qu'il y a une étude un peu systématique qu'il faudrait s'amuser à faire pour bien se donner par exemple pas forcément des formules, mais des abacs en fonction du type de câble, par exemple. Ça pourrait peut-être fonctionner. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Bon, vu voilà, l'heure très avancée, mais on a encore beaucoup de participants. Merci à vous tous d'être restés aussi tard et merci à tous vraiment pour toutes ces questions. Donc voilà, juste pour rappel, donc toute la restitution sera disponible bientôt sur le site de France Énergie Marine, alors découpée par présentation, voilà, il n'y aura pas les 2h30 à revoir. Et puis on aura aussi bientôt la synthèse globale du projet qui sera aussi disponible. Et puis, on synthétisera toutes les questions qui ont été posées et auxquelles on n'a pas forcément eu le temps de répondre ce matin dans un document qui sera associé pour que vous ayez tous les éléments liés au projet Species. Donc, merci beaucoup à vous tous et très bonne journée et à bientôt.